Vers 1260, soit près de 130 ans après la reconstruction du château royal de Senlis en 1130 par son trisaïeul Louis VI le Gros, Louis IX, plus connu aujourd'hui sous le nom de Saint-Louis, fonda le prieuré Saint-Maurice de Senlis, à proximité du château, à l'intérieur de l'enceinte gallo-romaine datant du IIIe siècle. En 1262, ou peut-être légèrement avant, Saint-Louis sollicita auprès de l'abbaye d'Agone le don d'une partie des reliques de Saint-Maurice et de ses compagnons de la Légion thébaine, martyrisés pour ne pas avoir voulu sacrifier aux idoles romaines. Le roi indiqua que cette demande était faite tant pour la gloire de Dieu que pour l'édification du peuple de France. Bien entendu, comme il le faisait habituellement dans ce cas, Saint Louis proposa en échange un reliquaire contenant une épine de la Sainte Couronne, trésor de la Sainte-Chapelle de Paris, et un autre reliquaire contenant un fragment de la vraie croix. L'abbé de Saint-Maurice d'Agone répondit avec enthousiasme à cette demande de Saint Louis. Mais, impatient de recevoir l'épine de la Sainte Couronne, l'abbé décida de gagner aussitôt Senlis, accompagné d'une nuée de prélats de son monastère, qui emportèrent 24 chasses contenant des reliques des corps de Saint-Maurice et de ses compagnons martyrs. À l'annonce de l'arrivée précoce du cortège dans la ville de Meaux, Saint-Louis demanda l'hébergement des prélats de l'abbaye d'Agone dans un gîte de Choix, le château épiscopal de Mont-l'Évêque, situé à environ une demi-lieue de Senlis, dans l'attente de l'organisation d'une réception solennelle des reliques. Le roi convoqua en toute hâte prélats et barons pour participer à une grande cérémonie de transfert et d'accueil des reliques. La cérémonie se déroula le 5 février 1262, selon une ordonnance préparée par Saint Louis et Robert de Cresson-Sart, l'évêque de Senlis. Le roi demanda que les reliques fussent transférées de Mont-l'Évêque à Senlis par des chevaliers et non des ecclésiastiques, en arguant qu'il était « bonne chose et honnête que les 10 saints qui avoient été chevaliers de Jésus-Christ fussent portés par des chevaliers. » Ce furent donc 46 barons et chevaliers qui portèrent sur leurs épaules les brancards de 23 chasses contenant les reliques. La 24e fut portée par Saint Louis, aidé de Thibaut de Champagne, son gendre, roi de Navarre. Le convoi s'ébranla alors pour rejoindre Senlis. Il n'est pas interdit de penser que Saint Louis, coutumier du faîte dans les processions, ait porté la charge, la plante des pieds dénudée, tout en recouvrant le dessus des pieds, pour donner l'illusion à son peuple qu'il portait des chaussures. Arrivé à Senlis, le convoi s'arrêta devant la cathédrale Notre-Dame, où une messe solennelle fut dite devant la population. Après la cérémonie, les 24 chasses furent déposées provisoirement dans la petite chapelle Saint-Denis du château royal, dans l'attente de la construction d'une chapelle digne de les recevoir et d'un prieuré destiné à accueillir les desservants de cette dernière. Le chapelain de la chapelle Saint-Denis aurait alors adopté les usages liturgiques de la Sainte-Chapelle de Paris. Après 2 ans de travaux à un rythme soutenu, le 1er juin 1264, la nouvelle chapelle étant probablement achevée, Robert de Cresson-Sart, évêque de Senlis, sous la présidence de Saint Louis et en présence de nombreux évêques et d'une multitude imposante, dédicaça celle-ci doublement à Saint-Maurice et à la Vierge Marie. Les reliques des martyrs de la Légion thébaine et de Saint-Maurice furent alors transférées de la chapelle Saint-Denis du Château Royal à la nouvelle chapelle Saint-Maurice du Prieuré. L'acte de fondation du prieuré, signé par Saint Louis à Crépy-en-Valois en mars 1264, précise que le prieuré était un bien de la couronne, ce qui explique pourquoi le roi fut impliqué dans une politique d'achat de biens immobiliers dès 1261 pour acquérir non seulement les terrains sur lesquels seraient construits les bâtiments conventuels, mais aussi pour constituer un patrimoine dont les revenus subviendraient aux besoins du prieuré futur. Saint Louis continua de superviser ce genre de transactions jusqu'en 1269, où il donna l'autorisation aux ecclésiastiques d'utiliser jusqu'à 1000 livres parisis pour compléter les acquisitions, peu avant son départ pour la 8e croisade et sa mort à Tunis en 1270. Complétés par des dons de particuliers qui échangeaient leurs biens contre des messes perpétuelles ou leurs enterrements dans le prieuré, les acquisitions de biens par les chanoines
se poursuivirent jusqu'au XVIe siècle. Par ailleurs, dans la charte de fondation de 1264, il est indiqué que le prieuré serait desservi par 13 chanoines de l'ordre de Saint-Augustin, dépendant de l'abbaye d'Agone et portant donc le camail rouge. Le prieur, choisi parmi les chanoines, devait prêter serment au roi lors de sa nomination. Le rituel devait suivre le calendrier de la Sainte-Chapelle de Paris et de fait, lors de l'inventaire révolutionnaire de 1790, il fut trouvé dans le prieuré un martyrologe parisien qui fut probablement appliqué depuis le XIIIe siècle. Toujours dans la charte de fondation, il est clairement défini que les religieux devaient consacrer une part non négligeable des revenus du prieuré pour faire régulièrement l'aumône aux pauvres et donner aux indigents 40 sols parisis sous forme d'argent ou de nourriture pendant des périodes particulières comme l'Avent ou le Carême. Ces dons et aumônes aux pauvres devaient augmenter pendant les périodes de famine. Ces dernières obligations portent la marque du roi. Elles correspondent tout à fait à l'obsession dévotionnelle de Saint Louis pour l'acte de charité. Au cours du temps, le nombre de reliques conservées dans cette chapelle augmenta puisque le plus gros ossement du bras de Saint Maurice ne fut réceptionné à Senlis qu'en 1376. Le comte Amédée VI de Savoie l'aurait offert au prieuré suite à la signature avec Jean le Bon du traité de Paris en 1355, fixant les limites de la Savoie et du Dauphiné. Or, le Chablais, territoire sur lequel l'abbaye d'Agone était implantée, appartenait à la famille de Savoie. C'est probablement la raison pour laquelle Amédée VI de Savoie put obtenir des moines d'Agone la relique en question. Mais les reliques de Saint Maurice et de ses compagnons ne furent pas les seules détenues par le prieuré, puisque l'on recense aussi celles de Sainte Ursule et des 11 000 Vierges, et celles des Saints Maccabées, comme le rapporte l'inventaire révolutionnaire de 1790. Le récit de la vie de Sainte Ursule, fille d'un roi breton, né en Bretagne au IVe siècle, renvoie inévitablement à ceux de la légende arthurienne. Demandée en mariage, ainsi que plusieurs autres jeunes filles, par un prince païen, Ursule refuse d'abjurer la religion chrétienne et elle décide de rester vierge. Afin de ne pas nuire à son père, de peur de représailles du prince païen, elle s'enfuit, apparemment avec 11 compagnes également vierges. La fuite se transforma rapidement en une odyssée. Après s'être rendues en pèlerinage à Rome, les jeunes filles choisirent la ville de Cologne comme prochaine destination. S'étant embarquées sur un bateau naviguant sur le Rhin, elles subirent un naufrage qui les força à emprunter les berges du Rhin pour arriver à Cologne. Là, elles furent faites prisonnières par les Huns, qui leur demandèrent de renoncer à leur foi. Ayant refusé, elles furent martyrisées et enterrées dans une église de Cologne. Jusqu'à présent, notre récit ne fait allusion qu'à 11 jeunes filles. Au XIIe siècle, une inscription en romain fut découverte près d'ossements de femmes que le peuple attribua à sainte Ursule. Il semble qu'une erreur, due à une mauvaise interprétation de chiffres romains, se produisit à la lecture de cette inscription. On pouvait lire, en effet, les lettres accolées X, I, M, V, qui ont été interprétées comme 11 pour les lettres X, I, 1000 pour la lettre M et Vierge pour la lettre V, d'où les 11 000 Vierges. Or, il aurait fallu lire l'inscription comme suit. 11 pour les lettres X, I, martyr pour la lettre M et Vierge pour la lettre V. Cette interprétation rend plus crédible le récit relatif à la légende que l'on continue d'appeler la légende des 11 000 Vierges, qu'il faudrait plutôt appeler la légende des 11 Vierges. La vénération de sainte Ursule et de ses compagnes connut un immense succès dans le nord de l'Europe dès le XIIe siècle. C'est probablement la raison pour laquelle la Sainte-Chapelle détenait des reliques de ces saintes dès le XIIIe siècle, d'où certaines d'entre elles ont probablement été transférées à la chapelle Saint-Maurice. Les 4 livres des Maccabées relatent la révolte des Juifs entre 167 et 140 avant Jésus-Christ contre la monarchie grecque des Séleucides qui dominait alors la Judée. Cette révolte fut aussi une réaction des Juifs traditionalistes contre les Juifs hellénisants
qui avaient accepté de partager le culte de Yahvé dans le temple de Jérusalem avec d'autres divinités étrangères, telles que Baal ou Zeus. La révolte fut menée par les membres d'une famille surnommée Maccabée, dont les plus connus sont le père Mattathias et son troisième fils Judas. Pour la majorité des historiens, le mot Maccabée serait issu de l'araméen Maccaba, qui signifie marteau, symbolisant la force de cette famille dans les batailles. Les 4 livres des Maccabées font partie intégrante de la Bible pour certaines églises orthodoxes, alors que 2 seulement sont reconnus dans la Bible catholique et aucun chez les Juifs et chez les protestants. Les Maccabées finirent par restaurer une nouvelle dynastie juive, celle des Asmonéens, qui perdura en Judée jusqu'en 40 avant Jésus-Christ. Chaque année, lors de la fête des Lumières, ou Hanouka, les Juifs célèbrent le retour exclusif du culte dans le temple de Jérusalem. Du second livre des Maccabées, les catholiques prennent en valeur d'exemple une famille dont les 7 frères et la mère furent martyrisés par le roi séleucide Antiochus Épiphane parce qu'ils avaient refusé de manger de la viande de porc interdite par la loi juive dans la Torah. Le culte des 7 saints Maccabées prit naissance à Antioche peu avant l'ère chrétienne. Au Moyen Âge, les reliques des saints Maccabées furent diffusées en Europe, probablement à l'occasion des croisades. C'est ainsi que certaines d'entre elles furent recueillies dans la chapelle Saint-Maurice. À partir du XIVe siècle, le destin du prieuré Saint-Maurice rejoignit celui de nombre d'abbayes du voisinage, comme par exemple l'abbaye Saint-Arnoul de Crépy-en-Valois. Après une période initiale relativement courte mais prospère, la guerre de Cent Ans réduisit les ressources des revenus agricoles et des propriétés foncières. Il en résulta 2 phénomènes simultanés, une réduction régulière du nombre de chanoines et un manque chronique d'entretien des bâtiments. Le schéma actuellement à l'écran concerne l'évolution de l'effectif de l'abbaye Saint-Arnoul en fonction des conditions historiques, que l'on peut prendre comme courbe type d'évolution de nombreux établissements religieux. On y distingue 3 grandes périodes de la vie de l'abbaye. Celle du développement initial, celle de la chute économique pendant la guerre de Cent Ans, et enfin celle de la subsistance, où l'effectif se stabilise à un très bas niveau pour disparaître pendant la Révolution. Afin de visualiser comment évolua l'effectif du prieuré Saint-Maurice, nous avons tracé sur ce diagramme une courbe supposée s'accordant aux 3 périodes de la vie de l'établissement. En 1530, Guillaume Parvis, évêque de Senlis, après avoir lutté contre le prieur Jacques Monod, parvint à affilier le prieuré à la congrégation Saint-Victor de Paris. À cette occasion, la robe initiale écarlate et le rocher de l'un des chanoines furent remplacés, non sans difficulté, par une robe blanche et un rocher de toile commune. En même temps, l'abbaye Saint-Maurice d'Agone rejoignit également cette congrégation. Un siècle plus tard, en 1633, Saint-Victor, connaissant des difficultés financières, malgré plusieurs réformes, entra dans la congrégation de France, dont l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris en est le principal acteur. En 1639, signe du temps, le prieuré passa sous l'autorité d'un prieur commendataire, un certain Nicolas Picot, qui partagea ses revenus avec les autres chanoines. Mais en général, les commendataires gestionnaires, intéressés aux résultats, se préoccupèrent plus d'optimiser le rendement financier des abbayes que de préserver leur domaine spirituel. En 1644, le prieuré Saint-Maurice est à son tour réuni à la congrégation Sainte-Geneviève de Paris. Dès 1648, un rapport de Jean Ligou, fondé de procuration du prieur, constate que les bâtiments sont en piteux état. Apparemment, des travaux de rénovation et de consolidation auraient été effectués en 1660. Mais l'année suivante, ils sont encore en mauvais état puisque le procureur de l'abbaye de Corbie autorise à cette époque les chanoines de Saint-Maurice à abattre des arbres du domaine de l'abbaye qui étaient destinés à étayer la grande salle du prieuré. Le délai et la réalité des travaux entre 1648 et 1661 posent donc question sur les mobiles réels du prieur commendataire. En 1666, un nouveau devis de travaux pour le prieuré est établi. Pendant ce temps, le nombre de chanoines continue à décroître. En 1768, il reste 3 chanoines dans le prieuré lorsque la commission des réguliers de la congrégation de Sainte-Geneviève demande sa suppression. Il fallut attendre 1790 pour mettre en vente l'établissement,
où il ne subsistait alors que 2 chanoines. Finalement, en 1793, le prieuré est vendu comme bien national. Le nom de l'acheteur diverge selon les historiens. Pour Isabelle Inard, l'acheteur fut un certain Malézieux, de Crépy-en-Valois, qui revendit le prieuré à l'acteur Dubus-Préville en 1795. Ce dernier l'aurait ensuite revendu en 1816 à Anne-Victor Turquet de la Boisserie. Selon Marc Durand et Philippe Bonnet-Laborderie, le prieuré Saint-Maurice fut acheté en 1793 par l'acteur Dubus-Préville, lequel le revendit à Monsieur Malézieux en 1795. Ce dernier conserva le prieuré jusqu'en mai 1816, date à laquelle il le revendit à Anne-Victor Turquet de la Boisserie. Dans son livre sur le château royal de Senlis, Gilles Bedin confirme de son côté la vente du prieuré Saint-Maurice par Monsieur Malézieux à Anne-Victor Turquet de la Boisserie le 6 mai 1816. Par ailleurs, dans un compte-rendu de séance d'avril 1914 de la Société d'histoire et d'archéologie de Senlis, à propos des souvenirs écrits par Amable Louis de Junquière, cet auteur indique avec humour que son cousin, M. Malézieux, était atteint de truelle-manie. Notre opinion est que M. Malézieux a acheté le prieuré en 1795. En effet, on est sûr qu'il détruisit complètement le logis du prieur, à l'exception d'une cave du XIIIe siècle, mais selon nous, il n'aurait pas, malgré sa virtuosité pour le maniement de la truelle, eu le temps, dans la période révolutionnaire troublée de 1793 à 1795, par manque de moyens, tels que la main-d'œuvre et probablement les matériaux, de démolir l'ancien bâtiment, puis de le rebâtir sous l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Mais ceci n'est que notre opinion. Cette question mériterait une petite étude des historiens, fondée sur des documents irréfutables, s'ils existent. Dès 1835, la famille Turquet de la Boisserie devint propriétaire de l'ensemble Château Royal et Prieuré Saint-Maurice. Elle le conserva jusqu'en 1956, date à laquelle cet ensemble fut vendu à la ville de Senlis. Le musée de la Vénerie fut installé dans l'ancien logis du prieur en 1957. Aujourd'hui, la grande salle du dortoir des moines est utilisée par Senlis comme un centre d'activité culturelle où les concerts musicaux et les conférences y succèdent.